La charrue avant les bœufs, un podcast proposé par Édouard Saury et Olivier Boucher. Salut Édouard. Salut Olivier. Dans les discussions et débats qui l'animent, l'agriculture se voit souvent qualifiée de plusieurs étiquettes. Biologique, conventionnelle, industrielle, raisonnée, intensive, extensive, bref. Une liste interminable qui occulte souvent deux questions basiques mais pourtant primordiales. Qu'est-ce qu'une agriculture durable et comment y arrive-t-on ? Une question bien trop vaste pour pouvoir y répondre dans un seul épisode. Mais parmi les pistes pour y parvenir, la diversification des cultures est régulièrement proposée comme un des leviers indispensables pour améliorer la performance environnementale et économique des exploitations agricoles. Mais concrètement, comment ça se passe sur le terrain ? Qu'est-ce que cela implique en termes de pratique et de choix pour un agriculteur ? Ça sera le fil rouge de notre épisode, car aujourd'hui on va tenter de comprendre comment cultive-t-on la diversité. Je fais tout mon jardin sans produits chimiques aucun. Ils abandonneront un peu la monoculture d'aujourd'hui. L'agriculture en Europe, elle est essentiellement industrielle. Pétrole pour labourer, pétrole pour les produits chimiques. Et pour entrevoir ce sujet, nous sommes aujourd'hui chez Benoît Merlot, agriculteur installé en polyculture élevage dans l'Ain, qui nous reçoit chez lui. Benoît, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ta ferme rapidement dans un premier temps, parce qu'on aura tout le temps de l'émission pour revenir dans les détails. Eh bien, bonjour à tous. Donc Benoît Merlot, agriculteur à Saint-Didier-d'Ossia, donc entre Bourg-en-Bresse et Mâcon, en exploitation avec son épouse. On est deux gérants, avec deux temps partiels, sur une surface de 290 hectares en système polyculture élevage. Donc élevage bovin allaitant, port plein air, et puis un bel atelier culture diversifié. Et puis avec tout ça, on fait également de la transformation. Donc fabrication de farine, d'huile, et puis également vente en direct de viande. Voilà, viande bovine, viande porcine. Merci pour cette présentation un peu généralisée de ton exploitation. On aura l'occasion pendant toute l'émission d'y revenir. Et pour parler de ces sujets, on est aussi en présence de Florian Sellette. Florian, bonjour. Bonjour Édouard. Donc Florian, tu es enseignant-chercheur en agronomie à l'ISARA. Est-ce que tu pourrais te présenter et expliquer un peu en détail quel est le sujet principal de tes recherches ? Ok. Donc comme tu l'as dit, je suis enseignant-chercheur à l'ISARA. Ça fait déjà quelques années, une bonne dizaine d'années. Et pour ce qui est de ma recherche, je travaille essentiellement sur voir comment concevoir des systèmes de culture qui puissent être durables, en travaillant beaucoup sur des systèmes dits bas intrants, utilisant très peu d'intrants, pesticides, engrais notamment, voire bio dans un certain nombre de cas. Et plus spécifiquement, je travaille beaucoup à l'utilisation des couverts végétaux en tant que couverts dits multiservices, c'est-à-dire qui ont vocation à rendre un certain nombre de services à l'agriculteur, à l'environnement, etc. Et notamment à nous permettre de nous passer d'intrants. Voilà. D'abord, sur cette notion d'intrant, peut-être intéressant d'y revenir. Quand on dit le mot intrant, on a beaucoup de choses en tête, notamment pas mal de choses corrélées aux pesticides de synthèse. Or, on peut quand même décrire les intrants de tout ce qui est en amont de l'exportation agricole. Est-ce que c'est une notion qui est juste ? En fait, c'est tout ce qu'on va faire rentrer dans notre système. Donc ici, ce qui va nous amener à produire à la fin, vu qu'on parle d'agriculture, pour justement permettre de produire. Donc si on considère un champ cultivé, c'est effectivement l'énergie, c'est aussi le temps de travail, c'est effectivement aussi... on pense d'abord quand même aux engrais, aux pesticides, au travail du sol, mais ça peut être... on peut élargir la définition, on va dire. D'accord, donc tu travailles aussi sur ces choses-là. On va revenir sur la notion d'agriculture durable que tu as un peu mentionnée. L'agriculture durable, finalement, c'est le concept de durabilité appliqué à l'agriculture. Donc, dans ce concept de durabilité, on retrouve essentiellement trois piliers où, justement, il y a la durabilité environnementale, sociale et économique. Comment, aujourd'hui, toi, tu mobilises ces trois piliers dans l'évaluation un peu multicritère, parce que pas mal de tes travaux reposent là-dessus. Donc, effectivement, on considère les trois dimensions. L'idée, c'est d'avoir une vision la plus globale, on va dire, de la durabilité de l'exploitation. On a souvent tendance à la réduire à la dimension environnementale. C'est celle à laquelle tout le monde pense quand on parle de quelque chose de durable. Mais lorsqu'on s'intéresse à une activité notamment économique comme l'agriculture, on est évidemment obligé de considérer aussi la durabilité économique de ces pratiques, de ces systèmes, peu importe ce qu'on évalue.
Et la durabilité sociale ou sociétale, dans les approches d'évaluation multicritère des systèmes agricoles, on a souvent tendance à considérer deux acteurs ou deux ensembles dont les intérêts sont pas forcément totalement convergents tout le temps. D'un côté, l'agriculteur, il y a l'aspect acceptabilité par l'agriculteur des pratiques ou du système qu'on va évaluer. Et puis, il y a aussi la société, qui peut être très proche, le voisinage, les clients, etc., ou plus lointaine. Et donc, lorsqu'on parle de durabilité, il faut aussi prendre en compte la société. Benoît, finalement, ce que je te propose, c'est de commencer par cette approche un peu économique, puisque tu t'es installé en 2012, c'est bien ça ? Fin 2012, début 2013, effectivement. Oui. Et tu as conçu ton exploitation tu es parti de rien ? Oui, alors on est donc il y a eu 2 installations. Donc effectivement, moi je me suis installé fin 2012, début 2013. Mon épouse m'a rejoint en 2015. Donc on est 2 installations hors cadre familiaux. Donc des installations de toutes pièces avec mise en place d'ateliers, etc. Alors nous, il faut bien voir que depuis, donc ça fera 8 ans, il y a une progressivité en termes d'ateliers et de diversification. Mais en fait, la logique a toujours été la même, c'est-à-dire produire oui, transformer également pour récolter le maximum de valeur ajoutée possible. Et puis également sur l'aspect social, c'est toujours intéressant d'avoir le client en face, pouvoir échanger avec eux sur la qualité des produits, sur leurs demandes, etc. Oui, parce que finalement, quand on lance une exploitation, on ne cherche pas à avoir une exploitation déficitaire, on cherche vraiment à être rentable. Comment tu as abordé cette question-là de la rentabilité ? C'est quelque chose où, parce que tu es en train de dire que ton exploitation a beaucoup évolué au fil des années, est-ce que c'est des choses que tu avais déjà en tête avant de t'installer ? Alors le principe de la transformation, ça a toujours été un petit peu dans l'idée initiale. C'est-à-dire que d'une part, je me suis installé sur une 40aine d'hectares initialement. Donc en fait, pour générer assez de chiffre d'affaires et de marge, il fallait quand même dégager de la valeur sur les produits. C'était le seul moyen. Compenser en fait ce qu'on faisait pas en volume avec l'augmentation de valeur grâce à la transformation. Et puis, même avec l'agrandissement de l'exploitation, avec l'installation de mon épouse, on a conservé cette activité qui me permettait de ramener du sens en fait dans les produits qu'on commercialisait. Par contre, on n'est pas exclusif sur la partie vente directe, c'est-à-dire qu'on a à la fois un volet vente directe sur certaines espèces végétales et sur les produits animaux, mais on a conservé en fait un circuit, une commercialisation en circuit long via des COP, des négoces sur une grosse quantité notamment de céréales. Voilà. D'accord. Donc on diversifie à la fois le système productif et à la fois le système de commercialisation. Et transformer, par exemple, c'est de la céréale, à la place de vendre du grain, tu vas vendre de la farine. Voilà, on va mettre en place des unités de transformation type moulin, presse à huile. Alors on a eu à une période une idée de fabriquer des flocons, des céréales, des mueslis pour le petit déjeuner. Bon, on n'a pas abouti parce qu'on avait des problèmes de fourniture de matières premières pour accompagner nos céréales aplaties, type fruits et chocolat. Donc on n'a pas poussé le bouchon plus loin, mais il y avait cette idée-là de rajouter encore un atelier. Voilà. Donc concrètement, là, Benoît, tu expliques que les agriculteurs qui vont envoyer et exporter principalement de la matière première non transformée, habituellement, cette valeur ajoutée, ils ne l'obtiennent pas parce qu'elle est récupérée donc par un intermédiaire qui fait ce travail-là, c'est ça ? Oui, tout à fait. D'accord. C'est ce qu'on observe depuis la Révolution verte, c'est-à-dire qu'on spécialise les systèmes et on spécialise à la fois sur les espèces et à la fois sur ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, c'est-à-dire que le producteur est cantonné à la production. Il n'y a plus de transformation et donc indirectement de commercialisation. Et en fait, les négoces et les COP, il faut quand même faire remarquer que c'est un des seuls secteurs économiques où en fait c'est l'acheteur qui fait le prix. Et chaque année, donc en fait, on dit aux agriculteurs, cette année, en termes de prix de marché, pour du blé, on va être à, je sais pas, je vais dire des bêtises, mais 170, 200 euros tonne. On sera dans cette fourchette-là en fonction de si vous le vendez à la récolte ou si vous le vendez 2 ou 3 mois après. Et c'est quand même assez drôle de se dire que demain, imaginons, vous voulez acheter une nouvelle voiture, vous allez dans la concession et c'est vous qui proposez le prix. Voilà. Ça en intéresserait plus d'un, je pense.
Florian, cette durabilité qu'on suggérait au début, est-ce que la transformation, là, cette maîtrise de la valeur ajoutée dont parle Benoît, est-ce que ça fait partie des critères importants pour évaluer une ferme sur sa durabilité économique ? Dans les approches d'évaluation multicritères de la durabilité des systèmes agricoles, bien souvent, on va le considérer indirectement, justement, en essayant de voir comment l'agriculteur, l'exploitation va capter cette valeur ajoutée. Mais on le prend pas directement compte, c'est rarement considéré en tant que tel. Déjà, est-ce que c'est fréquent ? Est-ce que c'est fréquent ? Ça se traduit sur le traduit pilier économique. Sur le pilier économique et sur la marge qui va être conservée par l'agriculteur et sur les prix de vente, etc., quoi. Est-ce que c'est fréquent ? Je suis pas économiste, donc tu m'envoies sur un sujet où je suis pas expert. Ce qui est certain, c'est que je constate autour de moi et avec les agriculteurs avec lesquels je travaille dans mes recherches que c'est un choix qui est fait par de plus en plus d'agriculteurs. De plus en plus. En tout cas, beaucoup s'interrogent et aimeraient y aller. Mais Benoît en parle parce qu'il l'a fait ce choix dès le début et que ça lui paraît presque naturel. C'est pas naturel pour beaucoup d'agriculteurs que de se dire je vais transformer, je vais vendre moi-même, etc. Ils ont l'impression de changer de métier presque. Mais tout à fait. Donc ça c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire que on s'invente dans plusieurs métiers après. C'est-à-dire qu'il faut arriver à gérer la partie transformation avec tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Qui dit transformation dit stockage. Donc il faut les compétences pour le stockage, il faut le matériel pour. On est en bio, donc il faut gérer les insectes. Il y a les compétences sur la transformation, sur la qualité des produits qui sortent. Et donc c'est valable à la fois sur la partie, alors là surtout céréalière, et la partie après viande, c'est la même chose. Il faut se former, il faut avoir un petit peu de connaissances sur la fabrication, parce que une carcasse quand elle arrive, on la découpe, on met des pièces nobles de côté. Suivant les périodes de l'année, il y a des avants. Qu'est-ce qu'on fait des avants ? On les transforme, etc. Voilà, il faut vraiment connaître. Donc, ça fait appel à beaucoup de compétences. Et puis, ce qui va avec, c'est le temps. C'est-à-dire que, ok, on récupère de la valeur ajoutée, mais on y passe aussi beaucoup de temps. Et de l'investissement. L'investissement, et il faut investir. C'est un peu la particularité de notre exploitation, c'est qu'on a dû investir, vu qu'on partait de rien, à la fois sur l'appareil productif, sur la partie céréalière et élevage, et à la fois sur la partie transformation. Donc, ce qui fait que l'endettement est assez conséquent. Voilà. Quand tu dis la particularité, c'est que vous partez d'une exploitation, vous avez tout construit, il n'y avait pas de patrimoine familial, d'héritage familial. Oui. Et cet atelier transformation, du coup, ça t'a amené à orienter le choix de tes cultures, puisque je pense qu'il est temps de rentrer, de décrire un peu ton assolement. Donc l'assolement, c'est la succession de cultures. T'as choisi ton assolement avant ou en fait quand tu t'es dit mon atelier de transformation, je veux faire de la farine, donc il me faut des céréales, je veux faire de l'huile, donc certainement du colza ou de la caméline. Comment t'as construit ton assolement ? Alors la transformation ne dirige pas l'assolement. L'assolement est dirigé par les règles agronomiques de base. Et ensuite, c'est quoi les règles agronomiques de base ? Alors les règles agronomiques de base, c'est l'alternance culture de printemps, culture d'hiver, des cultures sarclées, des prairies temporaires en tête de rotation pour fixer de l'azote, et ceci gratuitement. C'est l'implantation de couverts végétaux systématiques après les serres à la paille, avant implantation de culture de printemps l'année d'après. C'est toutes ces choses qui font que on va essayer de se prémunir par rapport à des problèmes d'adventices, de ravageurs. Donc adventices, les mauvaises herbes, voilà, les ravageurs, tout ce qui va attaquer tes cultures en termes de petites bêtes, d'insectes et autres champignons, bactéries. Tout à fait. Et donc là, on va se retrouver après. Donc il y a les sols également qui dictent la rotation. Et là, nous, dans notre système, on va dire qu'on a deux grands systèmes de culture. C'est-à-dire qu'on va sur un des sites de l'exploitation, on va être sur une rotation, on va dire plutôt courte de 5 ans, avec possibilité d'irrigation sur des sols très superficiels. Et puis on a un autre système qui va être plus proche du siège d'exploitation, où là, par contre, on a des terrains qui sont beaucoup plus profonds. Et là, en fait, on va mettre en place une rotation qui est relativement longue, 7 à 8 ans, où là, cette rotation va accueillir 2 ou 3 ans de prairies temporaires avant de mettre en culture. Voilà. Et là, on a tout l'intérêt de la présence des ruminants pour valoriser ces prairies.
Voilà, soit en fauche, soit en pâture. Donc je vais essayer de résumer. Tu as tout un tas là d'outils, de leviers qui sont à la fois faits pour gérer correctement donc ce que tu as appelé les adventices, les mauvaises herbes, les ravageurs. Tu as parlé également du sol, donc là c'est plutôt pour entretenir une qualité, une fertilité. D'accord. Et donc Florian, est-ce qu'il y a des pratiques là-dedans qui sont vraiment des leviers clés, des choses qui font appel directement à des travaux de recherche sur lesquels tu es ? Alors oui, ça fait tout à fait appel, ça fait écho aux thématiques de recherche sur lesquelles je travaille. Je voulais quand même dire que par rapport à ce que dit Benoît, ça peut paraître juste normal et naturel qu'un agriculteur raisonne son assolement en termes agronomiques. C'est pas toujours aussi simple, et je pense que l'exploitation de... Enfin, Benoît, t'as vraiment mis l'agronomie au cœur de ton raisonnement, de la construction de tes assolements, etc. Et je pense que il y a parfois des tiraillements avec justement des enjeux économiques ou autres, essayer de favoriser certaines cultures qui peuvent paraître plus rentables ou je ne sais quoi. On va essayer de donner des notions aux gens qui nous écoutent. Même si on n'a pas le chiffre parfait, tous les deux, une rotation classique en grande culture. Aujourd'hui, la durée, c'est quoi ? C'est 3-4 ans, c'est principalement du blé, c'est quoi ? Est-ce que vous pouvez donner des grandes idées ? C'est très variable en fonction des régions, des sols, etc. Mais dans la région, on va dire qu'avoir une rotation de 3-4 ans, c'est, à mon avis, effectivement plus ou moins la norme, quoi. Chez nous, dans notre coin, là, donc c'est des systèmes plutôt polyculture élevage, donc bovin allaitant, bovin laitier. Et effectivement, on est sur des rotations de 3 ans, maïs grain, maïs ensilage, blé. Voilà. Et donc 3 ans, mais 2 cultures. C'est ça. 2 espèces. Voilà. 3 ans, 2 espèces. D'accord. Et donc toi, tu as combien d'espèces ? 15 espèces. 15 espèces. Voilà. Qu'on fait tourner et qu'on positionne en fonction des types de sols également. Et donc pour revenir par rapport à ce que Édouard demandait, donc sur l'ensemble de cet assolement, alors on va effectivement procéder au stockage et à la transformation de certaines espèces. Et en fait, on a d'autres espèces qui vont partir en commercialisation, en circuit classique, achetées par des coop ou des négoces. Voilà. Et tu as parlé de couverts végétaux. Donc c'est un levier que tu peux mobiliser puisque c'est une culture qu'on va pas récolter pour exporter. Donc qu'est-ce que tu recherches par la mise en place de couverts végétaux ? C'est la couverture du sol pendant une période qui est relativement longue, toute la période hivernale, la période automnale. Donc on va faire pousser des plantes qui vont nous permettre donc de couvrir, donc de le protéger de l'érosion. Fabriquer de la biomasse, donc les plantes qu'on va implanter, elles vont stocker du carbone, voilà. Et vu que ces plantes vont être restituées, en gros, on stocke du carbone dans le sol pour sa fertilité. Et puis, par la même occasion, on peut implanter également des légumineuses dans ce mélange de plantes, donc on va fixer de l'azote gratuitement. Donc il y a beaucoup d'intérêt quand même aux intercultures. Après, ça arrive rarement, mais ça nous est arrivé de valoriser en période sèche des intercultures pour le troupeau, soit en fauche, soit en pâture. Et que ce soit sur l'atelier ruminant, donc bovin, et également l'atelier porcin. Et donc chose qu'on n'a pas faite depuis 1 ou 2 ans, mais avant on le faisait, c'est-à-dire qu'on faisait détruire les intercultures par les cochons. Voilà. D'accord. C'est-à-dire, tu peux expliquer exactement ? Eh bien, on clôturait les intercultures qui étaient à proximité des bâtiments, que ce soit facile. Et donc, en fait, les cochons pâturaient les intercultures, fouissaient, etc. et nous débarrassaient des adventices et avançaient un petit peu le travail du sol de reprise avant l'implantation de la culture de printemps. Et en même temps, on avait les déjections, c'est-à-dire qu'on récupérait azote et phosphore assez facilement. Voilà. Si on essaye de faire c'est un couplage. Alors après, c'est un couplage, donc c'est une anecdote. Animale. Voilà, plante animale. Après, c'est compliqué de le généraliser, de le mettre en œuvre vraiment tout le temps. Voilà. C'est un peu les difficultés qu'on a souvent, c'est on peut manquer de main d'œuvre, on a des idées, mais la mise en pratique est toujours est des fois un peu compliquée. Mais du coup, tu es quand même en train de décrire, si on essaye de voir ça à la louche, un système sur lequel tu vas avoir plus d'une dizaine, tu parlais d'une quinzaine d'espèces cultivées. Tu vas aussi travailler avec des espèces que tu ne récoltes pas, mais qui vont servir à d'autres choses sur tes parcelles. Tu parles de stockage de carbone, d'érosion, éventuellement de trouver des solutions adaptables avec les animaux sur de la valorisation différente, fourragère, pourquoi pas. Pourquoi, toi, tu fais tout ça et tu te compliques autant la vie par rapport à des systèmes que vous décriviez comme étant plus simples? Parce que c'est quand même la question fondamentale. Pourquoi tu n'es pas parti avec un système où tu peux t'arrêter le soir à 17h avec moins de choses à gérer et moins de problèmes en tête?
Alors déjà, s'arrêter le soir à 17h avec des ateliers d'élevage, c'est un peu compliqué. Ça n'existe pas. Voilà. Donc qu'on soit en conventionnel, en bio ou autre chose, voilà, c'est toujours un petit peu l'imprévu parce que avec les troupeaux, c'est comme ça. Après, de par les études qu'on a faites et puis le raisonnement qu'on a sur l'exploitation. T'as fait quoi comme étude, Benoît? Il a été bien formé. Donc les deux, donc mon épouse et moi-même, donc on est les deux ingénieurs ISAR à Lyon. Et c'est vrai que de base, de toute façon, aujourd'hui, avec l'évolution des connaissances agronomiques, la technologie qui a beaucoup évolué, les guidages par satellite, les caméras, etc., il est impensable pour nous d'inscrire un système de production avec utilisation de biocides. Voilà. Et l'idée générale de notre exploitation, c'est au maximum et autant que faire se peut substituer les intrants, quels qu'ils soient, par des processus naturels. Là, on vient sur la notion d'agroécologie, etc. Et donc, on cherche absolument tous les couplages et les complémentarités des différents systèmes d'élevage et des cultures, au maximum. Et donc, effectivement, c'est un peu de la gymnastique intellectuelle, mais c'est intéressant. Il faut se poser beaucoup de questions, il faut réfléchir. Mais une fois que c'est posé, que c'est réfléchi, ça roule. Il n'y a pas vraiment de... Et puis, on se rend compte que dans ces systèmes-là, plus on anticipe, on n'a pas tant de surprises que ça. Voilà. Il y a une forme de régulation. Oui, voilà. Et si on vient sur les aspects de nombre de cultures et de rotation, alors tout à fait, la marge à l'hectare, elle est importante effectivement, mais surtout ce qui est important, c'est la marge à la rotation. Parce qu'on sait qu'une année sur l'autre, on va pas avoir la même marge. Sur une culture, il va falloir perdre un petit peu, mais on sait que cette culture est intéressante parce qu'elle va nous permettre de générer autre chose, des restitutions d'azote, une structuration du sol par un système racinaire qui est un peu différent, etc. Et donc, en fait, on change complètement de logique. C'est-à-dire qu'on n'a plus une logique économique stricto sensu, on a une logique sur la rotation, sur le système. C'est-à-dire que tu passes d'une vision annuelle à une vision pluriannuelle de ta capacité à aller tirer des ressources, un revenu et gérer correctement tes cultures. Quand tu parles de marge, pour préciser, c'est donc bien à chaque fois les coûts que vont te coûter la culture, tout compris, pour la mettre en place, la cultiver, et ce que ça va te rapporter. Donc toi, ce calcul-là, tu le fais à l'échelle de plusieurs cultures, sur plusieurs années consécutives. Et ça c'est aussi la résultante du fait que le facteur azote, donc la nutrition des plantes par l'azote, l'élément à l'azote, en bio, la disponibilité de l'azote et les apports d'azote sont... Alors, l'azote est cher, l'azote est rare, et du coup, il faut penser une rotation pour que tout ça s'équilibre. C'est-à-dire avec des plantes qui sont fixatrices, des plantes qui vont consommer... Les légumineuses. Les légumineuses, notamment. Et tout ça pour que le système fonctionne. Qu'on n'ait pas une année où on n'arrive pas à faire de rendement parce qu'on a des stocks d'azote qui sont complètement qui sont au plus bas, et puis une autre année où on met tout. Non, il faut lisser, et c'est pour ça que le raisonnement il doit être vraiment sur plusieurs années. Florian, tu as beaucoup bossé en bio. Est-ce que tu pourrais expliquer c'est quoi l'enjeu de la fertilité, puisque l'azote finalement on parle aussi pas mal de la fertilisation des cultures, la différence qu'on peut trouver entre une fertilisation en bio comme Benoît l'a décrit, où on va plutôt se baser sur des engrais verts, plutôt qu'avec une fertilisation minérale en agriculture conventionnelle? L'énorme enjeu en bio, c'est que on n'a tout simplement pas les engrais de synthèse. Donc c'est interdit. C'est tout simplement interdit d'utiliser des engrais de synthèse en bio, et c'est aujourd'hui en agriculture la principale source d'azote. C'est les fameux ammonitrates dont on peut parler. Donc pour le grand public, c'est l'engrais chimique fabriqué à l'extérieur de la ferme ou de la matière vivante dans des industries. Ouais. Et qui est pourtant, malheureusement, j'ai envie de dire pour les bio, une source d'azote qui est très facile à travailler, puisqu'en gros, quand on l'amène, elle est disponible. Alors que justement, chez les bio, on va déjà avoir beaucoup moins de sources d'azote disponibles, bien souvent. Disponibles pour les plantes, c'est ça ? Non, en général. En général. Ouais, il y a globalement moins d'azote. Et puis surtout, c'est de l'azote qui va être sous forme organique. Alors sans rentrer dans des détails complexes, cet azote, il n'est pas directement disponible pour les plantes. Il doit être transformé par les micro-organismes du sol, notamment.
avant d'être disponible. Et donc, il y a toute la difficulté à gérer le moment où l'azote va être disponible pour la plante et utilisable par la plante. Et donc, comme on ne travaille qu'avec des sources organiques, le but, on dit souvent qu'en bio, on cherche d'abord à nourrir le sol avant de nourrir les plantes, pour que justement ces micro-organismes puissent avoir toujours de l'azote à transformer et donc essayer d'amener l'azote au moment où la plante en a besoin. Sans que ce soit... sans faire d'anthropomorphisme, ça marche pas trop mal. Donc en fait, tout ce que décrit Benoît, moi je le traduis comme il essaye de raisonner vraiment à une échelle très globale pour essayer de maximiser tous ces... Il a parlé d'agroécologie, tous ces processus naturels, biologiques, écologiques. C'est pas l'idée de laisser faire la nature. Il n'est pas cueilleur-semeur, mais on est vraiment dans l'idée de créer un environnement pour les cultures qui soit le plus favorable possible. Et donc, ça lui permet de compenser le fait qu'il n'a pas tous ces éléments de synthèse à apporter quand il en a besoin. On change vraiment de raisonnement par rapport au mode de production dit conventionnel, où finalement, quand on a un problème, on a toujours un produit à apporter. Là, il faut vraiment réfléchir pour que le système se régule le plus possible tout seul. Et d'ailleurs, dans nos discussions, il me semble qu'avec Édouard, on en a parlé un petit peu. C'est possible aussi en bio d'avoir ces réflexions sur un produit systématique qui marche, parce qu'on peut trouver des produits qui sont dits naturels, qui sont pas forcément de synthèse ou chimiques, et on peut avoir exactement ce même genre de raisonnement qui va être le contraire de ce que vous décrivez, où on essaie de comprendre le milieu et de faire avec son fonctionnement. Et c'est là où ta casquette de chercheur, Florian, elle nous intéresse beaucoup. On aimerait savoir à quel point on est capable de caractériser ces fonctionnements. Tu parles des micro-organismes, de l'azote, de ces flux-là. Est-ce qu'on sait que ça se produit ? Est-ce qu'on arrive à l'évaluer correctement et le piloter correctement par rapport aux cultures ? Autrement dit, est-ce que Benoît, il met en place tous les jours des choses ? Il a l'air de dire que quand on est sur un fonctionnement de routine, finalement, ça marche plutôt pas mal. Mais est-ce qu'il y a des accidents ? Est-ce que finalement, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas si bien que ça ? Comment, à quel point c'est pertinent pour un agriculteur de se baser sur ces fonctionnements naturels qui subissent le climat, l'eau, le vent, la sécheresse, la température, etc. C'est le cœur de tes recherches. Ouais, vaste question. C'est le cœur de mes recherches, c'est le cœur de recherche de beaucoup d'agronomes en fait, puisque par définition, quand on va s'intéresser à ces processus-là qui sont appuyés sur des processus naturels, on travaille avec du vivant et donc il y a beaucoup de choses qu'on maîtrise pas et qu'il faut pas forcément chercher d'ailleurs tout le temps à maîtriser. Donc tu demandais, la première question que tu posais, c'était est-ce que c'est facile à évaluer ? On a des moyens pour évaluer la quantité d'azote, par exemple, qui va être apportée par, Benoît citait, des plantes capables de fixer l'azote de l'air pour le restituer aux cultures suivantes, etc. Ça, c'est des choses qu'on arrive à mesurer, mais ce qu'on sait aussi, c'est que ça va être très dépendant des conditions de l'année, du climat, de l'eau, tu parlais du vent, etc. Donc, on va mesurer quelque chose qui ne sera pas forcément généralisable, et toute la difficulté finalement de la recherche sur ces questions-là, c'est d'essayer d'amener des connaissances qui soient les plus généralisables possibles. Donc on arrive à décrire des grands principes, on va dire, qui sont typiquement les principes sur lesquels Benoît s'appuie pour construire sa ferme, enfin sur lesquels il s'est appuyé. Et puis après, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne peut pas tout mesurer, tout maîtriser, et miser sur le fait que ça marchera la plupart du temps, et prévoir un peu de marge de manœuvre pour corriger des situations où ça se passe pas bien, une sécheresse, etc. Ce qu'on montre quand même souvent, c'est que les travaux qui étudient ces systèmes-là mettent souvent en avant le fait qu'on a quand même des systèmes suffisamment complexes, riches, etc. pour arriver à essayer de se réguler un peu tout seul. Jusqu'à un certain point, on parle de résilience, on parle de résistance des systèmes aux aléas climatiques, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont beaucoup étudiées, qui étaient beaucoup étudiées sur les écosystèmes naturels. Et finalement, dans des systèmes agricoles, on est souvent sur des systèmes beaucoup plus simples. Tout le principe de l'agroécologie, et c'est ce qu'illustre parfaitement Benoît, c'est d'essayer d'aller vers des systèmes plus complexes qui vont petit à petit se rapprocher du fonctionnement d'un écosystème naturel, toute proportion gardée, pour essayer justement d'aller chercher ces régulations naturelles. J'ai pas de meilleur mot pour le dire. Benoît, l'agroécologie au quotidien, est-ce que tu raisonnes des cultures différemment, des espèces différentes qui sont plus faciles à gérer pour toi ? Est-ce qu'il y a des choses, il y a vraiment des choix que tu fais qui sont plus pertinents que d'autres quand on cherche à se passer au maximum des intrants ?
Oui, bien sûr. Alors juste pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, donc effectivement en bio il y a certains intrants qui sont autorisés, utilisés. En grande culture, moins quand même que dans d'autres systèmes type arboricole ou viticole. Là effectivement la bouillie bordelaise, le soufre, c'est des choses qui sont souvent de sortie pour gérer notamment mildiou et oïdium. Nous c'est que, voilà, exemple type, nous on n'a pas de pulvérisateur. Voilà. Sur 170 hectares de culture, on n'a pas de pulvérisateur. Voilà, donc on fait pas de traitement. Alors sur les pratiques agroécologiques, donc effectivement, même sur des cultures qui pourraient relever de la simplicité, donc par exemple le blé, on va aller chercher des associations intraspécifiques. C'est-à-dire qu'on va mélanger entre 4 et 6 variétés dans le même champ. Et ça va nous permettre de lutter contre les maladies, tout simplement. Donc c'est-à-dire que tu as une espèce, mais au sein d'une espèce, il peut y avoir plusieurs variétés. Et donc tu as bien du blé, une espèce avec plusieurs variétés. Voilà, donc c'est un champ de blé, mais il y a une variété qui est plus petite, une autre plus haute. Et ce qui est très intéressant d'un point de vue maladie, c'est que les profils maladies en fonction des variétés vont être différents. Et là, ça va nous permettre de bloquer. Alors, on va pas tout empêcher, mais les maladies vont être bloquées par justement cette résistance variétale, enfin cette résistance des maladies par rapport aux différentes variétés. Après, sur des cultures plus complexes comme le colza, on en parle souvent du colza, qui a un IFT qui est relativement élevé en conventionnel. Un indice de fréquence de traitement. Indice de fréquence de traitement, donc c'est le nombre de traitements, la dose et la surface qui a été traitée avec le produit. Et alors tout simplement, là, on va s'aider de ce que nous apprend l'écologie, c'est-à-dire que plus le système est diversifié, plus celui-ci est stable. Et donc, on va utiliser un couvert de service, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va mélanger le colza, qui est notre culture, avec des plantes qui vont l'accompagner, appelées plantes compagnes. Et chez nous, ça va être la lentille, le sarrasin, la vesse, le trèfle d'Alexandrie, voilà, il m'en manquait une. Et donc ces plantes vont pousser avec le colza à l'automne, elles vont disparaître avec les premières gelées, et le colza va se retrouver tout seul et va poursuivre son cycle. Et donc ça, c'est toutes des pratiques qui nous permettent en fait de maîtriser notamment un risque lié aux insectes sur la partie automnale. Mais ça peut être imaginé pour d'autres espèces, pour d'autres cultures. Est-ce que tu peux juste expliquer pourquoi tu régules mieux les insectes ravageurs avec une culture en plus dans ta parcelle? Alors il va y avoir plusieurs processus qui sont à l'œuvre. On a déjà la probabilité en fait que le ravageur, quand il arrive dans la parcelle, il tombe sur sa plante hôte. Déjà, c'est une question de mathématiques, c'est de la probabilité. Le colza. Voilà. Donc première chose. Deuxième chose, on va faire une désorientation visuelle. C'est-à-dire que le ravageur va arriver, il y a 5-6 espèces ensemble, il va pas se retrouver, il va avoir des feuilles, il va pas forcément reconnaître au premier coup d'œil sa plante hôte. Et deuxième chose, de même type, c'est la désorientation olfactive. Au lieu d'avoir un champ qui sent le chou, qui va attirer le ravageur, ça sent autre chose, ça sent la lentille, ça sent le sarrasin, ça sent voilà. Et donc en fait on joue sur tous ces concepts qui sont tirés de l'écologie pour finir, et qui sont intéressants en fait pour arriver à substituer des intrants chimiques type insecticides. Mais par contre on le met en place tout de suite. On sème en même temps que le colza, ces plantes. Donc effectivement en termes de coût, économiquement on a un coût de semence. Un coût supplémentaire de semis, pas forcément, parce qu'aujourd'hui on a quand même accès à au niveau du parc matériel, à des semoirs qui nous permettent de semer plusieurs espèces à différentes doses, à différents endroits, etc. Donc le machinisme agricole a quand même pas mal évolué. Et donc pas forcément plus de travail pour l'agriculteur. Par contre, une satisfaction de pas avoir à sortir le pulvé à l'automne, et voilà. Et ça c'est une technique qui est utilisée aussi en conventionnel. Il y en a qui font également des colzas associés. Et Florian nous expliquait tout à l'heure que travailler avec le vivant est souvent synonyme de variabilité de réussite. Est-ce que ça marche à tous les coups? Ou est-ce qu'il y a des années où voilà, parce qu'il faut quand même que les fleurs arrivent en même temps pour avoir cette perturbation visuelle et olfactive pour les insectes? Est-ce que ça marche à tous les coups? Alors effectivement, il y a certaines années, il pleut pas tout de suite, il pleut après... Mais globalement, il y a
À quel point tu prends des risques? Non, mais là, excusez-moi, mais je suis en train de chercher quand est-ce que ça va marcher. Prends le temps. Donc, non, on va dire qu'on tamponne quand même relativement bien. Et si ça marche pas, il n'y a rien qui marche. C'est-à-dire que, imaginons, donc on utilise par exemple cette technique qui peut relever de l'agroécologie. Si ça pousse pas, il n'y a pas eu de pluie, mais il y a absolument rien qui pousse, même chez les voisins. C'est-à-dire que la culture en conduite classique ne pousse pas non plus. Et donc là, on a des problèmes avec le climat. Il n'y a pas d'eau, comme on a ces 3 dernières années. C'est-à-dire, on a du mal à implanter les colzas, par exemple, fin août, début septembre. Et là, on a un problème hydrique. Mais c'est pareil pour tout le monde. Parce qu'il manque de pluie. Voilà. Ouais. Mais c'est pas le changement de conduite et d'itinéraire technique qui fait que ça échoue, si vous voulez. Voilà. Je pense qu'il faut pas oublier que des fois un insecticide ça marche pas aussi. Les conditions sont pas optimales. Aussi. Mais surtout, la meilleure preuve que ce genre de technique marche souvent, c'est que même les conventionnels, tu le citais, sont en train de l'adopter. J'avais entendu dire des collègues, c'est 30% des colzas aujourd'hui qui sont semés comme ça, y compris en conventionnel. Donc on a des techniques dites agroécologiques qui marchent bien, qui marchent la plupart du temps. L'agriculteur n'est pas plus bête qu'un autre. Si on lui propose autre chose, il est tout à fait prêt à intégrer ce genre de technique. Est-ce qu'il y a d'autres cultures, on parle beaucoup du colza, est-ce qu'il y a d'autres cultures qui typiquement mériteraient d'être associées en permanence? Alors vous pouvez me dire peut-être toutes, ou en tout cas aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait le plus? Ou est-ce qu'il y a des cultures avec lesquelles c'est très dur? Moi je pense que, nous ce qu'on essaie d'appliquer, donc alors il y a plusieurs types d'associations, Florian en parlera, je laisserai faire, mais en fait moi à partir du moment où on a une culture qui est peu compétitive, donc peu de développement végétatif, peu d'agressivité, là je pense qu'il faut se poser la question d'une association. Et donc chez nous en association, on va appeler ça simultané graine-graine, c'est-à-dire qu'on va récolter les 2 espèces ou les 3 si on en met 3. On va avoir la lentille qui est associée avec de la caméline. Donc la caméline va servir de tuteur, a des effets allélopathiques mais pas sur la lentille. Et permet de diversifier. L'effet allélopathique, c'est juste qu'il y a des composés dans les racines qui peuvent inhiber la germination de l'adventice. Tout à fait. Voilà, c'était juste pour une petite définition. Tout à fait. Et donc, la cameline, nous, on va la presser en huile. La lentille va être triée, vendue en graines. Donc, on n'a aucun problème. Les graines sont dissociables très facilement avec un trieur. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Après, il y a l'enjeu pour la production de protéagineux, elle est importante aussi. Moi, je pense que févrole, pois, vesse, c'est des choses qui, quand elles sont en pur, des cultures en pur, très compliquées. Ça se couche, on voit bien qu'il faut quelque chose. De toute façon, physiologiquement, on regarde, c'est des plantes qui ont des vrilles, collinaires, foliaires. Donc, c'est des plantes qui ont besoin de s'attacher. Et donc, qui dit, il faut qu'on puisse leur mettre un tuteur. Donc, de mettre un triticale, une avoine, des choses comme ça, je pense que ça permet quand même d'arriver à produire correctement ces plantes-là. Et c'est tout l'enjeu, en fait, du plan protéines. Mais je trouve que l'association de culture n'est pas assez... on présente ça pas assez comme un levier. Alors là, il va falloir... Florian va pouvoir nous en parler. Les associations. Ouais. Il y a quoi, c'est quoi, comment on fait, quelles sont les options? Parce qu'en fait, il y a plusieurs options dans les associations de culture. Comment on décide de faire telle ou telle option? Pourquoi est-ce que Benoît il implante en même temps que la culture, ou au contraire un peu après, ou pendant l'interculture? Est-ce qu'il y a des espèces qu'on réfléchit plus que d'autres? Qu'est-ce que tu peux nous dire des associations? Je pense que Benoît a commencé à donner des éléments clés. Les associations, on va les penser... quand l'espèce seule, on va dire, se débrouille moins bien que quand elle est accompagnée, quoi. Donc Benoît a commencé à donner des éléments sur les espèces que lui avait tendance à associer, notamment tu parlais de cultures qui avaient un développement peut-être un peu faible, des choses comme ça, pour lutter contre les adventices. On en revient toujours là, c'est quand même un enjeu clé en bio ou en bas intrants. Donc voilà, on va commencer à réfléchir à des associations lorsque on réfléchit complémentarité entre les espèces. Et donc, tu as cité des exemples avec les protéagineux, les lentilles, pois, févrole, etc. Alors surtout pois et lentilles qui pouvaient avoir du mal à se débrouiller si on les aidait pas avec des tuteurs. Enfin bref, ça va faciliter la récolte. Enfin,
Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on met en place une association, on complique de toute façon la conduite de notre parcelle, donc potentiellement en tout cas. Et donc, on a tout intérêt à le faire que si l'association nous apporte un vrai plus. Et Benoît a expliqué plusieurs avantages qu'on pouvait en retirer. L'autre facteur bloquant qui est souvent mis en avant dans les associations, c'est la récolte et le tri. C'est aujourd'hui ce qui est très souvent mis en avant au niveau des filières, au niveau des coopératives, des négoces. La difficulté après à pouvoir trier les récoltes, avoir des impuretés dans les récoltes, comme on dit. Et donc, la freinte. Et donc, je pense que d'avoir une valorisation ou une transformation à l'échelle de la ferme, ça peut lever un certain nombre de blocages parfois, puisque les attentes des industriels sont peut-être pas tout à fait les mêmes que lorsque on est sur des filières plus courtes avec peut-être des volumes traités aussi moins importants qui font que on va réfléchir un petit peu différemment, quoi. Et puis après, il y a moi les associations auxquelles je m'intéresse beaucoup. Donc il y a deux grands types d'associations. Là, on a beaucoup parlé d'associations où on récolte toutes les espèces qu'on a associées. Et puis, on peut avoir des associations que Benoît a citées, par exemple avec le colza, avec des plantes compagnes, avec des plantes de service, on les appelle comme on veut, où là, on va vraiment chercher à amener dans la parcelle, dans les champs, des plantes qui n'auront pas nécessairement vocation à être récoltées, mais qui seront là pour rendre service, pour apporter un petit plus ou un gros plus par rapport à ce que la culture est capable de faire. Donc ça va être par exemple concurrencer les adventices, ça va être perturber les insectes qui sont tentés pour attaquer le colza dont parlait Benoît, ça peut être apporter de l'azote, donc de l'engrais gratuitement, ça peut être plein de choses comme ça. Et ça, c'est vraiment le cœur de mes recherches, et ça commence à être pas mal travaillé au niveau de la recherche agronomique, agroécologique, comme une voie intéressante pour réduire justement l'utilisation d'intrants dont on parlait au début. Et donc là, on parle de culture multiservice, comme on pourrait dire. Tout à l'heure, Benoît il disait que quand il y a des variabilités climatiques, ce genre de choses, on a des cultures qui poussent pas et qui poussent pas chez le voisin. Sauf que le voisin, peut-être qu'il n'utilise pas ces plantes-là comme stratégie principale pour s'en sortir. Mm-hmm. Typiquement, là, si on a besoin d'une culture intermédiaire pour ramener de l'azote et de la fertilité dans notre système de production, le voisin, lui, peut toujours utiliser de l'azote dite minérale. Alors, comment on peut jouer avec cette variabilité quand, justement, on a un échec typiquement d'une culture associée, enfin pas associée, mais une interculture? Est-ce que ramener de l'élevage, ça fait partie des options possibles pour sécuriser tout ça? Alors, l'aspect variabilité en fonction des systèmes associés qu'on met en place, moi je vois plutôt un avantage. C'est-à-dire que, par exemple, un métaïgrain qui aura vocation alimentation animale, vous mettez 3 céréales, 2 protéagineux, il y a un coup de gel, votre poids disparaît, mais il reste toujours la veste. Donc vous savez ce que vous avez semé dans des situations comme ça, mais vous ne savez pas ce que vous allez ramasser, mais vous saurez toujours qu'il y a quelque chose. Il y a quand même la notion de stabilité quand on associe, notamment sur cet exemple-là. Voilà. Ça sur la partie métaïgrain. Nous, après, la politique sur l'exploitation, c'est on rattrape pas les cultures en les faisant manger par les systèmes d'élevage. Ce que certains peuvent être tentés de faire. Ouais. Mais si je vois que la culture que j'ai implantée ne se débrouille pas pour des raisons X ou Y, ce qui peut arriver. Hein. L'année dernière, c'était arrivé on a essayé en nouvelle espèce le sorgho. Et j'avais essayé plusieurs types d'implantation, plusieurs types de travail du sol. Et il y en a un qui n'a pas marché. Donc, c'était loupé. Voilà. Lequel ? C'était une préparation. Pas non. Au lieu d'utiliser la reste rotative, on a utilisé le vibro et apparemment ça lui a pas plu, donc on a loupé la parcelle de sorgho. Donc nous c'est plutôt ça, c'est-à-dire que on raisonne en amont, on met en place quelque chose et on va jusqu'au bout. Sinon on peut pas vraiment. On n'en parle jamais, mais en fait une culture multi-espèces c'est aussi une association quelque part. Oui. Et on voit bien ces effets de compensation liés aux conditions climatiques. Quand on met plusieurs légumineuses, quand on met plusieurs poacées dans le système, on voit qu'au début de l'année, c'est plutôt certaines qui se développent, ensuite elles laissent la place à d'autres, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de relever en fait
le pluriannuel, c'est-à-dire sur tant d'années, qu'est-ce qui s'est maintenu, qu'est-ce qui a disparu, justement pour adapter. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie élevage. Donc ça, finalement, ça demande beaucoup d'observation au champ, d'aller vérifier que... Parce que, comme tu le dis, si on sème plusieurs espèces en même temps et qu'il y en a une qui n'a pas pris, mais qu'il y en a une autre qui prend, tu fais quoi? Tu le notes dans un petit coin et tu te dis, bon, l'année prochaine, j'en mets plus de celle-ci? Ah oui. Là, par exemple, dimanche, je suis allé voir les luzernes que j'ai implantées en septembre dernier. Donc, j'ai fait des essais. J'ai des luzernières où j'ai commencé à introduire des types méditerranéennes. Voilà, je me dis qu'avec le réchauffement climatique, ça va peut-être être pertinent, notamment pendant la période estivale. Et alors, je ne sais pas si c'est elle ou si c'est une autre, mais j'ai vu qu'il y avait une variété qui était avec du Rhizoctonia. Voilà. Et chose intéressante, parce qu'il n'y a pas eu de luzerne sur cette parcelle depuis 20 ans. Et il y a eu... Bon, le soja est asymptomatique. Il y a eu du soja il y a 2 ans. On n'a pas forcément eu des conditions de développement de rhizoctone, mais bon, elle est... Voilà. Donc, observation. Oui, juste... Est-ce que tu pourrais expliquer le rhizoctone? Oui, c'est un champignon qui se développe au niveau du collet, juste à ras le sol, et qui fait fondre la tige. Voilà, visuellement, ça se traduit comme ça. Et notamment au niveau des espèces, parce que tu cites la luzerne méditerranéenne, il me semble que toi, tu es un passionné de blé et que tu as beaucoup de variétés anciennes de blé. Tu cultives encore? Alors, on a arrêté la partie collection par question de temps. Puisque ouais, on peut pas tout faire en même temps. On peut pas tout faire et puis on fait tout mal sinon. Donc on a arrêté la partie collection. Par contre, les variétés qui étaient prometteuses, on les a en production. C'est-à-dire que on a des parcelles en pur avec ces variétés qu'on multiplie, qu'on conserve et qui nous permettent en fait d'adapter et de mélanger lors de notre transformation. Voilà, pour les boulangers. Et ça fait une meilleure farine? Alors après, les goûts et les couleurs, c'est un peu, c'est un peu différent pour tout le monde, mais oui, notre variété phare apparemment amène un croustillant et une qualité visuelle de croûte qui est intéressant, voilà, pour la clientèle et puis c'est bon, voilà. Florian, finalement, ces variétés anciennes, ces rusticités, aussi des blés populations, c'est des choses qu'on mobilise aussi pour sécuriser cette variabilité climatique auquel on va devoir faire face à un moment ou l'autre, ou alors auquel Benoît fait déjà face, visiblement. Oui, on met souvent en avant le fait que d'être... alors, il y a différentes choses dans ce que tu as cité, mais notamment ce qu'on appelle les variétés population, l'idée d'avoir une variété dans laquelle on va garder une grande diversité génétique. Et donc, quelque part, on sème une seule espèce, mais ça revient un peu à ce que décrivait tout à l'heure Benoît. On sème une seule espèce, mais en réalité, on a une grande diversité au sein de cette espèce. Il faudrait peut-être que tout le monde se représente qu'un champ de blé avec des cultivars modernes. En gros, c'est une armée de clones, quasiment. C'est très homogène en tout cas. On recherche une homogénéité. C'est le rôle même du sélectionneur, c'est de garantir une homogénéité dans ce qui aura été semé. Donc tu décris l'inverse. Donc là, il y a effectivement des stratégies de sélection qui vont même à l'inverse maintenant, où on cherche effectivement à garder une grande diversité génétique, mais aussi, on dit phénotypique, c'est-à-dire en termes d'expression visuelle, enfin comment ça se représente. Benoît parlait de blés qui vont être bas, d'autres qui vont être hauts, avec des barbes ou pas sans barbe, des gros grains, des plus petits grains, etc. Bref, on peut imaginer une grande diversité. Ce qui est certain, c'est que en gardant de la diversité au sein de cette parcelle, face aux aléas climatiques que tu évoquais, Édouard, la théorie, et ça se traduit souvent aussi en pratique, c'est qu'on va augmenter les chances d'avoir des individus qui sont capables de résister à l'aléa, que ce soit le froid, le chaud, le sec, etc. Et donc, si tous ne vont pas résister, il y en aura toujours qui resteront, quoi. Et donc, eux vont prendre plus de place. C'est un peu la théorie, en fait. Hein. C'est la même que pour les associations d'espèces. C'est de finalement conserver une diversité pour maximiser les chances d'avoir un certain nombre d'individus qui, eux, vont réussir à s'exprimer dans les conditions qui seront celles de l'année. Et c'est ce qui fait que souvent, on met en avant le fait que dans ce genre de système, de mode de production, on va avoir une plus grande stabilité de la croissance, des rendements, etc., face à différents aléas, dont le changement climatique, mais
Mais ça peut être aussi des invasions d'insectes, de maladies, etc., etc. Alors, on a beaucoup parlé plantes finalement avec tous les deux. Est-ce que vous pourriez nous dire 2-3 mots sur ce type d'exploitation qu'on est en train de décrire? Alors, on parle d'agroécologie, de durabilité, d'adaptabilité, de stabilité de ce système-là, surtout de réduction des intrants et de conserver toujours des plantes qui vont produire et pouvoir être récoltées. Quel choix on fait aussi en termes de travail du sol? C'est un des grands débats aujourd'hui avec plusieurs types ou modes d'agriculture. Benoît, quel choix tu as fait pour travailler ton sol? Est-ce que concrètement, pour être très direct, certains se passent complètement de l'outil qu'on appelle le labour avec la charrue, d'autres un petit peu ou plus ou moins. Voilà, donc ici on est dans l'épisode de la charrue avant les bœufs. Toi, concrètement, T'as des bœufs? Est-ce que t'as une charrue? t'as des bœufs? T'as une charrue ou pas du tout? On n'a pas de bœufs, parce qu'on castre pas, mais on a la charrue. Ouais. Bon, voilà. Alors pourquoi tu as gardé la charrue? Alors on a gardé la charrue parce qu'en un passage, ça nous permet de sécuriser tout un tas d'espèces, de sécuriser l'implantation de tout un tas d'espèces. Si vous enlevez la charrue, ça veut dire que vous allez remplacer le passage de charrue par 2 à 3 passages d'outils superficiels, premièrement. Deuxièmement, vous n'êtes pas sûr de l'enfouissement de vos couverts, puisque j'ai dit tout à l'heure que on avait une des intercultures qui était implantée systématiquement derrière les serres à la paille. Donc ça veut dire que si l'automne est propice, on a quand même une quantité de matière sèche qui est assez importante. Et puis, en fait, on a toutes nos fumures organiques qui sortent des stabulations, puisque le troupeau en hivernage génère peut-être 400 tonnes à peu près de fumier transformé en compost. Et donc, pour éviter de la volatilisation notamment, eh bien, c'est vrai qu'après épandage, on préfère labourer. Voilà. Alors après, le labour chez nous, ça va être un labour qui va être peu profond, mais qui va quand même enfouir tout ce qu'il y a à enfouir sur l'horizon superficiel. Donc on peut appeler ça un labour pas tout à fait agroécologique, mais labour agronomique, voilà, entre 15 et 18 cm de profondeur. Donc on travaille vraiment la partie superficielle du sol. En termes de énergie investie et retour, c'est ce qu'on a trouvé de mieux, en tout cas sur les cultures de printemps. Alors, les cultures d'hiver, c'est pas les mêmes problématiques, mais sur les cultures de printemps, donc ça remplit toutes les conditions que je viens d'énumérer, donc enfouissement du couvert, enfouissement des matières organiques qu'on a amenées, c'est-à-dire les composts, mais également nutrition des plantes, puisqu'on engendre de la minéralisation, on génère de la macroporosité et on rend accessible en fait des éléments qui n'étaient pas accessibles à la faune microbienne. Donc tu vas stimuler l'activité. Et on stimule l'activité microbienne, et là on a une minéralisation. Et donc tout ça va faire que la culture de printemps qui va venir, qui va être implantée derrière, va bénéficier de tout ça. Et vu que donc on en revient sur la partie azote, vu qu'on n'a pas d'azote minéral, pas d'azote starter, on est bien content d'avoir de l'azote qui s'est minéralisé grâce au labour. Voilà. Alors bien sûr, le labour perturbe le sol, met la tête à l'envers au vert, notamment les anéciques, etc. Après, il y a quand même des études qui montrent que les effets, ce qu'on appelle dépréciatifs du labour, peuvent être compensés par certaines pratiques, et notamment les couverts, l'apport de matière organique, la diversité de l'assolement, les différentes espèces végétales qu'on va pouvoir implanter le long de la succession culturale. Et nous, on s'inscrit là-dedans. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va générer de toute façon de la perturbation, parce qu'il faut travailler le sol, parce qu'on n'a pas d'herbicide, on n'a pas d'autres moyens de gérer l'herbe, et il faut que notre culture, elle ait absolument de l'avance quand elle pousse. Et pour l'instant, notamment sur les cultures de printemps, c'est plutôt le labour qui nous permet de faire ça. Donc c'est une réflexion sur une combinaison de pratiques plutôt que simplement le labour. Ça amène de la souplesse, quoi, dit autrement. Donc Florian, une agriculture durable, pour toi c'est labour, pas labour, les deux, ça dépend? Ça dépend. Ça dépend, toujours ça Je dépend. dis toujours à mes étudiants, ça dépend. Vous pouvez pas avoir une bonne réponse si vous avez une réponse absolue. Non, ça dépend. Après, moi je vois dans la réflexion de Benoît, le labour a du sens parce qu'effectivement, il lui amène cette souplesse d'action. Ça lui permet de limiter aussi un certain nombre de risques autour du développement des adventices, du mauvais développement des cultures de printemps qui aiment bien avoir un joli lit de semences et une parcelle
pas trop déjà envahi par les mauvaises herbes, etc. Donc ça a tout son sens. Il y a aussi des sols qui sont plus ou moins adaptés à se passer du labour. On a tendance parfois à l'oublier, mais il y a des sols qui sont capables de travailler entre guillemets tout seuls. Quand on dit tout seul, c'est soit par des voies physiques, gel, dégel, etc., soit aussi en s'aidant un peu des bébêtes du sol. Mais parce que tous les sols ne sont pas égaux. Et non. C'est comme chez nous finalement. Révélation. Révélation. Ouais, tous les sols ne sont pas égaux, toutes les conditions ne sont pas non plus égales. Et puis, il faut pas l'oublier, pour beaucoup, les exploitations qui se passent de la charrue le remplacent par le pulvé et par les herbicides. Oui, alors, on va peut-être détailler ça un peu. Et donc, pour faire simple, dans une logique de conservation des sols, comme on le dit parfois, on va compenser le fait de ne plus travailler le sol par une protection des sols, une couverture des sols et un travail qu'on espère réaliser par le vivant, donc par les couverts et par les organismes vivants dans les sols. On a parlé des vers de terre, mais il n'y a pas que. Et donc, si on ne peut pas détruire les couverts quand on a besoin pour aller implanter les cultures avec la charrue, on le fait bien souvent avec des adventices, avec des herbicides. Donc il y a des moyens de le faire sans herbicides. Il y a d'ailleurs beaucoup de recherches là-dessus depuis quelques années, y compris à l'ISARA d'ailleurs. J'ai des collègues bien plus compétents que moi là-dessus. Mais globalement, on parlait tout à l'heure de risques pris par rapport aux différentes pratiques. Là, on est sur le haut du panier en termes de risques pris quand on décide de se passer et de la charrue et des herbicides en même temps. Parce que le gros enjeu, ça va être de gérer l'herbe et les mauvaises herbes. Et aujourd'hui, sans travail du sol et sans herbicide, en gros, on se lie les mains dans le dos et on se dit on va essayer de faire sans, quoi. En gros, il faudrait reposer uniquement le système sur de la concurrence par rapport à ces adventices, et c'est quand même assez technique et compliqué. Ce qui est technique, ce qui est... pour le coup, tout à l'heure, on parlait de la difficulté de gérer du vivant. On ne compte que sur le vivant. Et donc, le moindre petit aléa peut parfois faire déraper le système et faire qu'on ne s'en sort plus. Voilà. Donc, je pense que le choix de Benoît, à mon avis, se comprend assez bien quand on a ça en tête. C'est-à-dire de plutôt combiner effectivement des techniques, de faire des choix beaucoup plus forts du point de vue de la diversité, de la couverture des sols, etc. Et garder ce levier quand même. Aujourd'hui, en bio, on a encore du mal à se passer du labour, quoi. Et finalement, on aborde la question de la préservation des ressources, donc la question de est-ce qu'on peut avoir une agriculture écologiquement saine. Sur la préservation du sol, Benoît, il me semble que tu n'as pas uniquement une réflexion autour du travail du sol, tu as aussi implanté des parcelles en agroforesterie, si je me trompe, ou ramener des éléments pérennes dans tes parcelles. Est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots ? Alors oui, donc nous, dans notre réflexion, de toute façon, c'est-à-dire qu'il faut raisonner au global et que on raisonne pas seul pour parcelle, on raisonne également paysage. Donc on remet des haies là où il faut remettre des haies pour bloquer les vents dominants, par exemple, pour refaire des corridors biologiques pour que la régulation naturelle des ravageurs se fasse naturellement. Et donc, on a eu la démarche de se lancer donc dans l'agroforesterie. Là, on a planté 120 pommiers en décembre dernier. Donc 23 ou 26 variétés différentes de pommes à jus qui peuvent aussi servir pour le cidre. Et donc c'est un verger haute tige, mi-tige. Avec Donc ça veut dire que le houppier des arbres, la partie branche et feuilles est relativement haute, c'est ça? Voilà, ouais. Comme on voit sur les anciennes cartes postales, par exemple, en Normandie, voilà. Parce que agroforesterie, ça veut dire que ces arbres dont tu parles, ils sont combinés. Ils sont combinés, en fait, là, aujourd'hui, à une prairie. À une prairie. Donc ce sera soit fauche pâture, soit parcours de volaille de chair. Mais effectivement, on n'est pas passé sur des grandes parcelles conduites en agroforesterie avec des noyers,
des peupliers, des choses comme ça. Pour l'instant, on n'est pas passé là-dessus. Bon, d'une part, il y a l'aspect financier et puis également de propriété du foncier. C'est financier, propriété du foncier, puisque à partir du moment où on intègre des éléments pérennes, il faut quand même soit qu'on soit propriétaire, soit qu'on ait un accord relativement solide avec les propriétaires. Et puis, moi, j'ai encore une incertitude, c'est par rapport au drainage, puisqu'en fait, bon, on est dans la Bresse, on est au milieu du département de l'Ain, on a des terrains qui sont profonds, qui étaient historiquement des anciens marécages, voilà, donc de l'hydromorphie, des problèmes d'eau. Donc on a du drainage systématique à 9 mètres, et moi je suis un peu sceptique par rapport au comportement d'une parcelle agroforestière liée au drainage. Voilà. Donc après, c'est pas dit qu'un jour on n'essaye pas, mais pour l'instant, on est un peu prudent. Puis c'est un essai qui doit se faire sur du très long terme. Tout à fait. Tous les deux, j'ai envie de commencer à être un peu taquin, parce que moi, ça fait un petit moment qu'on parle. À vous écouter, on a bien l'impression que quand on réfléchit un petit peu, qu'on se base sur un fonctionnement écologique, dit naturel, etc., il y a plein de choix très pertinents qu'on a l'impression qu'on pourrait faire avec vraiment beaucoup de bon sens. Mais malgré tout, toi, Benoît, tu as besoin du coup d'aller récolter parfois des cultures où il y a plusieurs espèces, de séparer les grains, de les valoriser différemment. Florian, tu as aussi enfoncé le clou sur les associations. Pourquoi aujourd'hui, quand on constate beaucoup plus globalement que ça l'agriculture, ce ne sont pas des pratiques qui sont généralisées, et je vais aller jusqu'à vous donner quelques chiffres, on parle de réduire des intrants. Là, c'était une des leitmotifs que vous aviez dans vos pratiques. Pourquoi sur des plans avec de l'argent, des plans étatiques, éco-phyto, où on met de l'argent pour aider les agriculteurs à réduire les phytos, à réduire les intrants, donc qu'on va mettre dans la parcelle. Pourquoi finalement ce genre de plan-là peut être un échec dans certains cas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi aujourd'hui, entre 2009 et 2016, on voit une augmentation de l'utilisation des intrants, notamment des produits phytosanitaires? Parce que quand je vous écoute, moi j'ai vraiment envie de vous suivre dans ces pratiques. Benoît, un indice, Benoît, peut-être tu gères des filières, tu gères des transformations, tu t'autorises des valorisations que ne le font pas les autres agriculteurs. Florian, tu travailles avec des chercheurs qui sont investis dans ces réseaux, dans les plans éco-phyto. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Pourquoi ça ne marche pas tout le temps? Vaste question. Alors oui, c'est vaste, mais on va essayer de répondre partiellement et puis ce sera complété derrière. Mais je pense que c'est pas une recette. Et aujourd'hui, la majorité, il n'y a pas d'attaque dans mon propos, mais c'est vrai que souvent on donne des recettes, on établit des recettes et on s'intègre dans un cadre, et dès qu'on veut en sortir, on est tout de suite bloqué. On l'a dit, les associations de culture, elles sont pas du tout collectées. Ça les embête. Dès qu'on a 2 espèces, ça les embête. Alors quand on parle de 3, on n'en parle même pas. Et en fait, c'est tous ces freins qui empêchent les gens de diversifier, de mettre plus de culture. Le lin, par exemple, on est les seuls à en faire depuis je ne sais combien d'années. Pourtant, ça marche très bien. C'est une culture si personne ne comprend. Et en fait, là, on touche à un problème de collecte, de logistique, d'habitude, de choses comme ça. Et alors qu'il faudrait déspécialiser les systèmes, pour l'instant, il n'y a pas de volonté aujourd'hui sur le terrain de faire cette chose-là. Voilà. Malheureusement. Et alors que je pense que par rapport au défi climatique qui nous attend, au maintien des marges dans les exploitations, on aurait tout intérêt à diversifier les activités, diversifier les cultures. Et moi, je pense que l'environnement de l'agriculteur, le technicien, le technico-commercial qui conseille, les formations qui sont proposées aux agriculteurs devraient être adaptées. Voilà. Parce qu'on voit que demander rien qu'au niveau de la PAC 3 cultures, on a vu que l'éco-conditionnalité avait fondu comme neige au soleil, puisque c'est facile d'avoir le paiement vert aujourd'hui. Donc la culture principale ne doit pas représenter plus de 70% de l'assolement. Alimentation diversifiée de 3 cultures. Voilà, et puis je crois que ça doit être 90% les 2 cultures principales, et puis le reste 10%. Donc si on a sur 100 hectares, 10 hectares de prairies, bon en gros, et on fait 2 cultures, on est bon quoi. C'est pas tout à fait ça, je pense. On est un peu décalé.
En tout cas, moi, quand je t'écoute, Benoît, j'ai l'impression que si on se donne pas les moyens de tirer plein de leviers en même temps, de transformation, de capacité à trier du grain, à valoriser, on est un peu piégé sur ces questions de diversification des cultures. Oui. Mais ce qui est assez drôle, c'est que, alors nous, on est tout seul dans notre coin, on arrive à le faire. Puisque même si on valorise en vente directe, on a une partie de la production qui est transformée, qu'on vend, etc. On se donne les moyens d'avoir une qualité professionnelle, COP, négoce. On envoie nos lentilles triées au trieur optique. On a une prestation. Donc on voit que on passe 2-3 coups de fil, on y arrive. Donc c'est des choses en fait qui pourraient être... Mais je le fais pas à côté avec ma COP d'à côté. Ils sont incapables de m'offrir ce service-là. Je dois passer par des opérateurs qui sont beaucoup plus loin, malheureusement. Et c'est dommage, et j'ai toujours, je le dis à mon technico-commercial, je lui dis mais pourquoi on peut pas faire ça sur place? Et donc il y a une résistance de système, on peut imaginer ça comme un paquebot, hein, c'est compliqué à détourner, voilà, tout simplement. Titanic qui a coulé. Hein. Ouais. Ouais. Non, pour revenir à vos deux questions en fait, et peut-être compléter ce que disait Benoît. Moi je vois deux niveaux de réponse, puis finalement convergent en une seule réponse. La première, c'est que ce qu'on décrit, enfin ce que Benoît décrit surtout sur sa ferme, c'est on sent qu'il y a une réflexion qui est très poussée. On n'est pas sur des recettes, on est sur des principes. On est sur une reconstruction totale de l'exploitation par rapport à ce que pouvait faire le propriétaire précédent, par exemple, ou que sais-je. Ou les voisins, en bref. Et en fait, on se rend compte que pour l'agriculteur, c'est quasiment tout changé. Et donc, c'est multiplier les risques. C'est de se dire, je pars en terrain inconnu. Je suis pas à me dire, tiens, je vais remplacer cet herbicide par ce désherbage mécanique. On n'est pas dans de la substitution. On n'est pas à essayer de régler les doses ou que sais-je. On parlait aussi d'efficience. On est vraiment dans de la reconception. On est vraiment dans l'idée de complètement repartir à zéro quasiment pour partir dans quelque chose de très complexe. Et donc, quand on est agriculteur, je me mets à la place de quelqu'un qui, à la fin, tout ce qu'il aura fait, c'était pour gagner sa croûte. Je peux comprendre qu'il ait du mal à prendre tous les risques. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième niveau que j'avais envie de mettre, qu'a évoqué Benoît, c'est une échelle plus systémique, plus filière, il faudrait mettre plein de gens autour de la table pour lever toutes les barrières et te dire ok, tu veux implanter de nouvelles cultures qu'on n'a pas chez nous, ok, pas de souci, on te les achète, on va trouver la clientèle, tu veux mettre des associations, et on va mettre les moyens techniques pour essayer de trier les récoltes, etc. Et ça, il y a des études qui l'ont bien montré, qui montrent que finalement les principaux freins à l'évolution de l'agriculture, ils sont à un niveau organisationnel beaucoup plus large que celui de l'agriculteur, et que l'agriculteur, s'il bouge tout seul, soit il trouve toutes ses solutions tout seul, c'est ce qu'a fait Benoît, et ça a l'air de marcher, soit effectivement il va très vite se retrouver face à un mur, et donc on a besoin de tous bouger ensemble, la coopérative, les conseillers, les vendeurs de produits, les clients, la société, etc. Et donc forcément, quand il y a des dizaines de milliers de personnes qui doivent bouger en même temps, ou des millions de personnes, ou des milliards de personnes, ça prend tout de suite beaucoup plus de temps. C'est le paquebot que tu évoques juste avant. Et c'est en plus très lourd à manœuvrer, quoi. Donc là, il y a des travaux qui l'ont bien montré, notamment, je pense à l'étude qui avait été à l'époque financée par l'INRA et pilotée par Jean-Marc Ménard et d'autres. Qui ont bien mis en évidence ces facteurs-là, quoi. Et je pense que le programme Ecophyto que tu cites, qui est censé permettre de réduire l'utilisation de produits phyto à l'échelle de la France, initialement en 10 ans, puis après on est passé en 15, et puis probablement qu'on va passer à 20 ou 25 ou 30, parce qu'on n'a toujours pas réussi à baisser l'utilisation des phytos, c'est le meilleur témoignage de tout ça. C'est que on connaît les solutions pour se passer des phytos, ou en tout cas pour les réduire très fortement. Mais on prend un petit peu plus de risques, on change complètement de paradigme, et c'est jamais facile de changer de paradigme, et on a besoin de faire bouger tout le monde en même temps. Voilà. C'est comme sortir du nucléaire. Allons-y, il n'y a qu'à sortir du nucléaire. Ah ouais, mais vous n'allez pas détruire des emplois quand même, etc. etc. C'est un peu le même raisonnement finalement. Et je vais quand même poser la question qui fâche, est-ce que les arguments qu'on entend en termes de rendement, est-ce que c'est un argument qui tient debout? Est-ce que quand on les risques de perte de rendement? Voilà. Est-ce qu'une agriculture parfaitement écologique est moins productive?
Est-ce que quand on enlève tous les intrants, là, qui nous font pas spécialement plaisir, qui peuvent coûter cher, qui ont des problèmes environnementaux éventuellement, est-ce qu'on a un risque d'avoir des blés, des colzas, des maïs qui produisent moins, qui sont moins... En tant que bon agronome, je vais répondre ça dépend. Je vais quand même aller un petit peu plus loin. Pour le coup, il y a des études encore, notamment financées par la FAO, donc l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture, qui ont montré que ça dépend, effectivement, ça dépend des régions. Et que si on faisait une hypothèse un peu folle, que tout le monde passe à un mode de production agroécologique au niveau mondial, il y a des régions qui effectivement verraient leur production baisser, notamment la nôtre, globalement, à une échelle européenne, on aurait probablement une baisse de productivité, mais d'autres, elles, verraient leur productivité augmenter parce que on reposerait moins le raisonnement du système agricole sur l'apport d'engrais, de phyto, que de toute façon les agriculteurs dans certaines régions du globe n'ont pas. Et on essaierait de favoriser la fertilité des milieux, des processus de régulation naturelle, etc., qui leur permettraient d'augmenter leur productivité. Après, on est sur des très gros traits. Et le problème, c'est que parfois, ça se passe dans l'épaisseur du trait, ce qui nous intéresse. Donc, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de répondre très clairement oui, non, on peut être 100% bio, on peut être 100% agroécologique. Mais a priori, on peut se permettre de pousser assez fortement le curseur quand même sans prendre de gros risques en termes d'autosuffisance alimentaire, etc. Je pense qu'on a de la marge. Benoît, tu veux compléter sur tes rendements ou la réponse de Florian? Oui, alors après, c'est vrai qu'on entend souvent le facteur 2 bio. Enfin, moi, je suis en bio, donc je peux parler pour le bio. Après, le reste, je sais pas. Mais bio conventionnel, facteur 2, oui et non. Parce que sur certaines cultures, les cultures de printemps, ce n'est pas du tout vrai. Effectivement, sur les cultures d'hiver, on va pas voir 2, parce que je fais pas. Mes collègues font entre 60 et 80, mais nous on fait 56, 57. Quinto par hectare. Quinto par hectare, pardon. Et quand on parle de culture d'hiver, c'est céréales type blé, orge, voilà. Culture de printemps, le maïs, le soja. On a moins d'écart de rendement sur la partie printemps, tout simplement parce que c'est une période où justement il y a un effet de minéralisation qui est assez important. C'est des cultures qui valorisent bien les engrais de ferme, donc type compost, fumier, etc. Donc on a moins de soucis d'azote. Et en fait, c'est une histoire surtout de nutrition des plantes sur la partie céréales. Voilà, tout simplement. Donc après, mais la question de ces rendements, c'est vrai que c'est... Il y a combien ça a coûté justement pour faire les 10, 15, 20 quintaux de plus, voilà, qui ont poussé un petit peu le végétal, je caricature, mais dans ses retranchements pour lui faire donner le meilleur, de mettre beaucoup d'azote. Ça a aussi eu l'impact de l'affaiblir, donc il a fallu mettre des fongicides, etc. Enfin, il y a toutes ces choses à regarder. On rentre dans le détail du trait, plus ou moins épais, comme tu disais, Florian. Après, c'est un peu... Voilà, bon, je suis pas sûr je pense qu'il faut... Nous, en tout cas, on est sur une logique de déspécialisation des systèmes et de territorialisation maximum de la production et de la consommation. Voilà, raccourcissement des chaînes logistiques. Je pense que c'est les enjeux, les plus gros enjeux. Donc en clair, vous faites machine arrière par rapport à la révolution verte que tu évoquais au début. Voilà. Mais on garde le meilleur de la technologie et des connaissances. Voilà. C'est ce que je voulais t'entendre dire. C'est-à-dire qu'on va pas on retourne pas à l'agriculture de grand-papa. Ouais. Contrairement souvent à ce qui est raconté. Ce qui semble être une conclusion importante par rapport à ce qui peut être raconté sur ces agricultures écologiques. C'est-à-dire que tu y intègres quand même du savoir-faire, de la mécanique, des connaissances sur effectivement des pratiques qui ont pu à d'autres échelles et avec d'autres rendements être par ailleurs pratiquées. Il n'y a pas de problème. Oui. Puis la notion de rendement, elle est quand même bien discutée en ce moment. Je veux dire, qualité versus quantité, ça remet un peu en question. Je pense que c'est le moment mettre du temps, Olivier. Tout à fait. C'est le moment de passer à la carte blanche. Florian, Benoît, c'est le moment où vous avez quelques minutes chacun, puisque c'est la fin de cette émission quasiment, pour partager. Alors, avec ceux qui nous écoutent, ça peut être un article, un film, un documentaire, une BD, un dessin, n'importe quoi, que vous pouvez décrire, expliquer, que vous avez envie de communiquer.
et dont on mettra les sources, bien sûr, si c'est possible, dans la description de cette émission. Et donc, vous le partagez parce que ça vous intéresse, parce que le contenu est sympa, parce que la forme est originale. Vous êtes tout à fait libre. Qui veut commencer ? Oui, alors moi pour la carte blanche, comme j'avais écouté les émissions précédentes et que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'invités qui avaient triché, j'en ai 2. Oui. Oui, les gens prennent des libertés, il y a 2 ou 3 partages à chaque fois, vas-y. Non, je vais faire court. J'en avais une vraiment en lien avec tout ce qu'on a pu discuter jusqu'à maintenant, qui est une publication scientifique qui, moi, m'a parlé ces derniers... Enfin, qui est sortie au cours de 2020, je ne sais plus la date exacte, qui est proposée par des collègues de l'INRA, notamment Manon Dardonville, qui a réalisé sa thèse là-dessus, avec Olivier Théron et d'autres, Christian Bocksteller, et qui se sont lancés, et c'est pour ça que j'ai envie de partager cette publication, dans l'exercice très difficile, un très bel exercice de style, essayer d'évaluer l'influence de la diversité sur la vulnérabilité, la résilience justement des systèmes agricoles. Donc on est vraiment au cœur de tout ce qu'on a pu discuter aujourd'hui. Et donc, comme je disais, c'est la note artistique que j'ai envie de mettre en avant, parce que on est vraiment dans des considérations qu'il est très difficile de rendre concrètes. Et je dois reconnaître que les collègues ont plutôt bien bossé, parce que c'est intéressant, c'est une approche qui est, je trouve, dans l'ensemble pertinente, alors qui évidemment fait des tas de simplifications, parce que sinon on n'arriverait pas à répondre à la question. Et donc nos collègues concluent que d'augmenter la diversité est un bon moyen pour réduire la vulnérabilité et améliorer la résilience de nos systèmes. Ouf. L'honneur est sauf. Donc on n'a pas dit que des conneries. On n'a pas dit que des conneries, exactement. Quoique. On a dit des conneries. Eh ben, il conclut aussi que c'est pas si simple, qu'il faut peut-être pas regarder que la diversité, mais plutôt regarder la diversité sous son angle fonctionnel, c'est-à-dire à quoi sert la diversité en question. C'est pas juste additionner, empiler les espèces, les cultures, les fermes diversifiées, puisqu'on peut le considérer à différentes échelles. Il faut aussi choisir cette diversité et donc on va dans une logique dite fonctionnelle, c'est-à-dire on pense plutôt à la fonction que vont rendre chacun des individus qu'on associe. Et c'est là qu'on sera bien meilleur pour améliorer la résilience de nos systèmes face à plein de choses, des aléas climatiques ou autres. Donc voilà, donc c'est un papier, alors c'est malheureusement un papier scientifique, c'est peut-être pas accessible à tous, encore que c'est en anglais, alors il faut déjà maîtriser un peu la langue, et puis il faut maîtriser le style scientifique, ça peut être un peu abrupt. Après, je sais que Manon Dardonville donc, a réalisé plusieurs communications en français, etc. Donc si le travail vous intéresse, je pense qu'il y a moyen d'en entendre parler par des voies un peu plus accessibles. Je ne sais pas si elle l'a fini ou si elle est en train de la finir. En tout cas, elle ne doit pas être loin de la fin, puisqu'elle m'avait contacté il y a déjà 2-3 ans au moins. Donc elle a peut-être bien fini. On va retrouver son manuscrit en français. Ouais, effectivement. Ouais. Donc voilà, un travail que je trouve intéressant, et puis alors à la fois intéressant et particulièrement casse-gueule, faut être clair. Se lancer dans ce genre d'approche, c'est très facilement attaquable comme souvent. Mais c'est des travaux, disons, qui permettent de faire un peu avancer le schmilblick. Et puis après, j'ai une deuxième carte blanche, mais là, je vais aller peut-être plus vite. C'est une BD. Alors, ça s'appelle le Ministère secret. C'est de Johan Sfar et Mathieu Sapin. Et donc, si je devais pitcher la BD très rapidement, c'est si finalement la véritable... Enfin, on a souvent envie de voir dans les présidents de la République le sauveur. On reproche souvent aux Français de chercher l'homme providentiel. Et si finalement, cet homme providentiel, il l'était réellement, mais pas quand il est au pouvoir, plutôt après. Et donc, tout commence dans le lit de Julie Gaillet et de François Hollande, et le téléphone qui sonne en pleine nuit. Et c'est Nicolas Sarkozy au téléphone qui demande à François Hollande de le rejoindre, d'en parler à personne, en pleine nuit, de lui donner un rendez-vous dans Paris. François Hollande est un peu inquiet, Julie Gaillet encore plus, lui demande de ne pas tomber dans un piège tendu par son adversaire politique. Si on te propose de la pornographie ou de la pédophilie, tu refuses, lui dit-elle. Et François Hollande est très inquiet, mais décide d'y aller quand même. Et il va découvrir que après la carrière de président de la République, il y a une autre carrière de super-héros, où on va devoir sauver la République, sauver la France,
des ninjas venus de l'espace, des envahisseurs lézards extraterrestres, etc., etc. Donc si vous avez envie de voir nos chers hommes politiques dans des rôles un peu différents de ceux auxquels ils nous ont habitués, ça peut être une bonne porte de sortie pour avoir des choses un peu moins compliquées à se mettre dans la tête. C'est loufoque, c'est parfois franchement débile, mais c'est bien récréatif. Donc je conseille. En tout cas, ça permet de nous proposer deux choses diamétralement opposées. Tu trouves ? Et agronomiquement, on ne pourra que recommander la première et vous laisser juge de la deuxième. Benoît, ta carte blanche. Donc c'est une publication qui est sortie dans la revue Science qui concerne la toxicité de produits phytosanitaires, notamment insecticides. Et donc, ça me parle assez parce que j'ai commencé ma carrière agricole dans l'apiculture avec des notions de toxicologie, d'effets sublétaux, etc. Donc ça m'a toujours passionné et j'ai toujours un œil un peu sur ce qui sort. Et donc là, cette publication retrace en fait l'utilisation de 380 molécules et donc démontre au fil des décennies qu'on a diminué en fait les quantités à l'hectare, mais on a augmenté la qualité des molécules qui sont utilisées. Et donc on a réduit en fait les effets, notamment sur les vertébrés. Par contre, on a d'énormes dommages sur les parties invertébrées et par effet indirect, du coup, sur toutes les chaînes trophiques. Donc, étant donné qu'on affaiblit les invertébrés, on affaiblit aussi les vertébrés par la suite, puisque les oiseaux, etc., dépendent de ces animaux-là. Et donc après, c'est vrai qu'ils parlent également, ils analysent la partie organismes génétiquement modifiés, type Roundup Ready, donc les sojas, les maïs BT, qui produisent eux-mêmes leur insecticide, et ils montrent que justement dans le cas de l'utilisation de ces plantes transgéniques, on n'a pas du tout diminué l'utilisation des produits, on a plutôt même augmenté, toujours couplé à ces fameuses molécules qui sont beaucoup plus nocives en termes de qualité. Et donc tout ça pour dire que nous, dans notre système, c'est vrai qu'on essaye de se passer de biocides, et je pense qu'on a raison. Il faut diminuer le plus possible l'utilisation de ces produits-là, parce qu'après on en disperse de partout et on a des dégâts de collatéraux qui sont assez importants. Voilà. Donc un appel du pied à pas prendre en compte simplement des critères ici quantitatifs de dose, mais de s'intéresser à tout un tas d'effets rebonds. L'effet rebond dans l'environnement, dans les eaux, toutes les externalités négatives qu'on peut avoir et qu'on peut relever, mais qu'on relève malheureusement souvent trop tard. Merci beaucoup pour ces cartes blanches. Durant cet échange, on a abordé pas mal de choses, différents enjeux, différentes approches que l'on peut avoir pour tendre vers une agriculture plus durable. En conclusion, j'aimerais te poser une question, Benoît. Si demain tu avais accès à des moyens illimités, que ce soit financiers, techniques, politiques ou autres, quel serait le changement que tu ferais, que tu aimerais faire, ton changement idéal dans ta ferme ? Dans ma ferme, sinon j'ai d'autres choses. Ah oui, non, mais si tu veux parler à une échelle nationale... Dans ma ferme, je pense que je referais la même chose, c'est-à-dire que voilà, un système diversifié. Alors on a beaucoup de projets, hein. On a des projets pour sécuriser les systèmes fourragers, mettre en place par exemple un séchage en grange. On a différents projets sur la table, donc ce serait de la consolidation de l'existant, on va dire. Mais après, moi j'attends de voir comment le système va tourner, puisque les différents systèmes sont en place, on va dire, il n'y a pas si longtemps que ça, donc il faut voir aussi comment ça réagit. Est-ce qu'on a suffisamment de bovins pour faire tourner le système de culture ? Est-ce qu'on a suffisamment de prairies temporaires sur le système de culture pour faire tourner... Voilà, donc il y a plein de choses encore à voir, à regarder, à calculer, voilà. Mais honnêtement, je changerai pas énormément de choses et voilà, quelques ajustements à la marge, mais c'est vrai que alors les systèmes diversifiés c'est prenant intellectuellement, il faut être présent. Par contre, c'est intéressant quand même. Donc voilà. Et hors ta ferme, du coup, vu que tu avais l'impression que tu avais envie de dire non, mais enfin moi je m'interroge beaucoup sur l'actualité, je ne comprends pas comment on s'accommode des petits pas par rapport au changement climatique, par rapport au changement de société il faudrait qu'on opère avec les différents rapports sur la biodiversité, sur le climat, sur plein de choses. Je ne comprends pas comment
on continue à bride abattue dans ce système où on est en train de marcher sur l'ensemble des ressources et on n'arrive pas à construire un autre système, voilà, plus respectueux et vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres espèces, voilà. Et donc là, effectivement, oui, il y aurait du boulot sur restructurer l'appareil politique, la décentralisation. Rien qu'au niveau de l'agriculture, il y aura déjà énormément de choses à faire. Et donc, je redis, moi, je suis pour la déspécialisation des systèmes et la territorialisation de l'agriculture. Voilà. Alors après, on n'est pas dans l'extrême. Le café sera toujours produit là où on peut produire du café, le cacao aussi. Voilà. Par contre, sur les grandes denrées vivrières qui font partie du bol alimentaire de base, enrichir en CO2, augmenter les transports, pour moi, il y a vraiment pas d'intérêt. Et je pense qu'on arrive dans une ère où on va plus pouvoir se le permettre. Voilà, tout simplement. Et j'espère que ce sera pas trop tard. On espère qu'il y a des changements qui vont s'opérer. Et Florian, si toi tu avais accès à des moyens illimités, financiers, politiques, même temps de recherche, du coup, vu que la question que je vais te poser, c'est quelle serait l'expérimentation ou les travaux de recherche que tu aimerais vraiment faire ? C'est pas facile comme question. C'est quoi l'expérimentation ultime On de se Florian ? plaint tout le temps que la recherche fonctionne mal. Alors là, on a l'opportunité intellectuelle d'imaginer qu'elle va comme tu veux. Qu'est-ce que tu ferais ? Ouais. Il y a différentes manières, je pense, de répondre à cette question. Moi, je dirais que si on avait effectivement des moyens illimités, probablement qu'on pourrait tester beaucoup plus de choses, beaucoup plus travailler avec les agriculteurs, avec à la fois l'idée de comprendre et d'apprendre, et puis de témoigner auprès des agriculteurs que c'est possible de faire sans phyto, de réfléchir à d'autres modes de production, systèmes de production, diversification des productions pour faire face aux enjeux actuels, climatiques et autres. Et donc, je pense que si j'avais ces moyens limités, je les utiliserais surtout pour effectivement essayer de débloquer le système dont on parlait tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire permettre à grande échelle de témoigner que c'est possible de faire autrement et de à la fois chercher comment on fait autrement, mais avec le plus grand nombre, quoi. Je sais pas si c'est une bonne réponse, c'est un peu une pirouette. Hein. Mais c'est la tienne. C'est la tienne. À la tienne, Étienne, alors. Merci beaucoup, en tout cas à vous deux, et merci Benoît de nous avoir reçus. Merci à vous. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, on espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager ou à en parler autour de vous. Merci également à Lizara de rendre ce podcast possible. Vous pouvez suivre l'actualité de la Charrie avant les bœufs sur Instagram et Twitter, les liens sont en description. Comme ça, vous ne manquerez aucun épisode à venir. En attendant le suivant, on vous dit portez-vous bien, salut.